Donc, mes chers collègues, nous allons entendre ce matin Monsieur Jacques-Olivier Bay, candidat au renouvellement de son mandat de président de l'Agence de la biomédecine. J'indique que cette audition fait l'objet aussi d'une captation vidéo en vue de sa retransmission en direct sur le site du Sénat. Je vous rappelle que l'Agence de la biomédecine, établissement public administratif sous tutelle du ministre de la Santé, a été créée par la loi de bioéthique du 6 août 2004. Notre Assemblée est représentée au conseil d'orientation de l'agence par nos collègues Florence Lassarade, Bernard Buis et Pierre Medevielle. L'agence est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaine. Ces missions ont été complétées par la loi de bioéthique du 2 août 2021 en matière de procréation avec l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, le développement de l'autoconservation des gamètes et la mise en œuvre du registre des donneurs. C'est une agence que notre commission connaît bien. Je vous rappelle que nous avons reçu l'année dernière une enquête de la Cour des comptes, notamment, et nous avions entendu sa directrice générale, Marine Janté, pour nous éclairer notamment sur les rapports de la Cour des comptes. Je vous rappelle, 2 points étaient mis en avant. Tout d'abord, les difficultés à mettre en œuvre les avancées de la loi du 2 août 2021, notamment sur l'ouverture de l'aide médicale à la procréation, et sur notamment les difficultés à maintenir une dynamique satisfaisante en matière de dons, afin de permettre le développement des activités de greffe. Voilà, donc s'agissant de la présidence, voilà, donc je vous rappelle que cette audition ne donne pas lieu à un vote, d'accord, mais nous permet de mieux connaître à la fois son président, son bilan et surtout les orientations qu'il veut donner pour la suite du mandat. Voilà, donc Monsieur Biet, je vais tout de suite vous laisser la parole et ensuite, bien, après vos propos d'introduction, nous aurons un échange avec les sénateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices, alors c'est pour moi effectivement un grand honneur d'être proposé par Monsieur le Premier ministre pour un second mandat à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine. Grand honneur également de me présenter à nouveau à cette commission des affaires sociales du Sénat pour une audition. Alors j'ai maintenant 59 ans. Mon premier mandat a été débuté alors que j'avais 3 ans de moins, c'est-à-dire 56 ans, avec une nomination donc, par décret du président de la République le 7 août 2021. Je suis PUPH en oncologie, avec une activité clinique et scientifique, majoritairement en oncohématologie et en thérapie cellulaire. Mon rattachement administratif est le CHU de Clermont-Ferrand et l'université Clermont-Auvergne. Alors permettez-moi tout d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, de revenir un peu sur ma carrière, mes convictions. Alors je vais du coup un peu me présenter à vous. Donc lors de mon audition initiale du 21 juillet 2021, je vous avais fait part, c'est vrai, avec un peu quand même d'émotion, de ma profonde vocation de médecin, sans pour autant avoir d'antériorité familiale. Et j'avoue que dès mon enfance, j'ai vraiment tourné mon énergie vers cet objectif. La spécialité de la cancérologie, plus spécifiquement, m'a attiré. Et c'est vrai que c'était en raison de cet aspect multidisciplinaire ou multi-organe de la cancérologie, mais aussi pour les projets scientifiques qui sont inhérents à cette spécialité. Et il faut vraiment aussi ajouter les profondes relations humaines qu'on peut lier finalement avec nos patients. Sur le plan médical, mes compétences se sont surtout développées en oncohématologie et en thérapie cellulaire. Et ma formation scientifique, ponctuée par une thèse d'université aux États-Unis et une habilitation à diriger des recherches, a toujours été construite en parallèle de ma formation médicale, et ce, même au cours de mes séjours à l'étranger. Ces derniers m'ont mené d'abord, on va dire, dans la francophonie à Montréal, puis finalement dans l'anglophonie à Los Angeles, pour une période d'environ 3 ans. Alors je dois bien avouer que, ne considérant pas le système de soins américain conforme à mes convictions, je suis rentré en France en 1995, aussi pour bien d'autres raisons, mais en tout cas, les modes de financement et la non-équité face à la maladie m'ont bien souvent heurté outre-Atlantique. C'est une conviction que je tiens pour tenace. Notre système de soins français correspond à des valeurs collectives que je partage profondément et que je défends. Alors à mon retour en France, j'ai obtenu un poste de chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux au Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand. J'étais alors en charge des traitements intensifs et de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. J'ai été nommé professeur des universités, praticien hospitalier en 2006, avec la mission de développer le service de thérapie cellulaire et d'hématologie clinique adulte au CHU de Clermont-Ferrand.
Donc, on va dire que j'ai changé un petit peu de maison hospitalière. D'un embryon de 8 lits, nous disposons actuellement de 45 lits et de 3 praticiens, nous sommes actuellement 17. Enfin, en 2020, a été créé le service d'oncologie médicale du CHU de Clermont-Ferrand. Ce dernier vient compléter l'organisation en cancérologie du CHU et mes activités de recherche sont intégrées dans une équipe d'accueil qui devrait rejoindre très prochainement une unité INSERM. Alors, l'activité de thérapie cellulaire en cancérologie, et plus particulièrement en oncohématologie, m'a vraiment toujours passionné. Et c'est dans ce contexte qu'outre mes activités cliniques et scientifiques, j'ai vraiment souhaité m'impliquer davantage, et j'ai notamment présidé la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire de 2016 à 2020. Je suis membre de la Société française du cancer, mais également de la Société française d'hématologie, membre du conseil scientifique de cette Société française du cancer, et j'ai intégré le groupe oncohématologie à l'Agence nationale de sécurité des médicaments, et j'ai une activité d'expert selon les sollicitations, tant au niveau de la Haute Autorité de Santé que de l'Institut national du cancer. J'ajoute que je suis également rédacteur en chef de la revue officielle de la Société française du cancer, le Bulletin du cancer, et enfin, je suis membre du bureau de la Fédération hospitalière de France dans sa section cancer et assesseur auprès de notre doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Juste pour terminer finalement sur moi-même, j'oserais dire, je voudrais vous dire qu'à titre personnel, dès le début de ma carrière, et notamment en tant que PUPH, j'ai toujours fait le choix d'une indépendance de mes activités au regard de l'industrie pharmaceutique, ce qui me permet aujourd'hui de n'avoir aucun conflit d'intérêts spécifique. Je ne participe à aucune réunion pouvant conseiller l'industrie pharmaceutique. Je suis investigateur principal d'aucun protocole à promotion industrielle et mes travaux de recherche clinique et scientifique ont toujours été financés de façon académique par des associations, l'ARC, comme vous connaissez, ou la Ligue contre le cancer, ou par l'État, au travers de programmes hospitaliers de recherche clinique ou encore des appels d'offres d'agences sanitaires. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez fait un peu, mais je vais quand même me permettre de vous représenter à nouveau un peu l'Agence de la biomédecine. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est un établissement public administratif qui a été créé par la loi de bioéthique du 6 août 2004. Cette agence, c'est assez intéressant, fait suite à l'établissement public des greffes qui avait été créé par la loi de bioéthique de 1994, mais également, et on tente à parfois l'oublier, à une association, le registre France Greffe de Moelle, et à des missions et commissions ministérielles qui se sont succédées. C'est une agence sanitaire dont l'autorité de tutelle est le ministère du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, notre ministre étant Madame Catherine Vautrin, notre ministre délégué à la Santé et aux Soins, le docteur Yannick Neuder. En tant qu'agence sanitaire, elle est chargée de missions opérationnelles, mais également d'une mission de promotion du don. En tant qu'opérateur public, l'agence de la biomédecine ne fait pas la loi, mais l'applique et la met en œuvre au sein d'un périmètre précis. Elle éclaire les pouvoirs publics par son expertise et elle est initialement compétente uniquement pour les greffes d'organes, de tissus et de cellules. Mais c'est à partir de 2004 que l'Agence de la biomédecine s'est vue confier des missions complémentaires, notamment sur la procréation, l'embryologie et la génétique humaine. Donc vous le voyez, ces missions sont vastes et d'une certaine façon, elles pourraient même paraître un peu disparates. Néanmoins, si je peux me permettre une certaine synthèse, l'Agence de la biomédecine couvre les domaines d'activité médicale et de recherche, utilisant des éléments du corps humain donnés à un tiers, à l'exception du sang. Alors, à visée thérapeutique, il s'agit bien entendu des greffes d'organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques. À titre de traitement, certains composants du corps humain sont alors considérés comme des médicaments et vont ainsi dépendre plutôt de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Néanmoins, par exemple, j'aurais voulu vous citer les cellules génétiquement modifiées de type CAR-T-cell ou les TCR transgéniques, mais il est vraiment très important qu'une agence sanitaire puisse également réglementer les prélèvements, l'utilisation ou encore les travaux scientifiques de ces cellules, de ces tissus, de ces organes du corps humain. Car outre ces aspects thérapeutiques à partir du corps humain, l'Agence de la biomédecine possède aussi beaucoup d'autres compétences. Elle encadre les prélèvements de tissus et de cellules, l'assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. Elle autorise également les centres de diagnostic préimplantatoire et les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, ainsi que la recherche sur les cellules embryonnaires et sur les embryons.
Elle agrée, comme vous le savez, les médecins, notamment au regard des examens génétiques et des diagnostics préimplantatoires. Enfin, elle gère des registres et assure le suivi des donneurs. Elle assure vigilance, mais également biovigilance. Elle donne par ailleurs des avis sur les bonnes pratiques et sur les autorisations, notamment au niveau des agences régionales de santé. Ce qui est important, c'est que ces capacités opérationnelles sont accessibles sur l'ensemble du territoire français et à l'international 24 heures sur 24, notamment pour la greffe d'organes, en gérant la liste nationale des patients en attente de greffe et le registre national des refus, permettant ainsi la régulation et la répartition des greffons, mais également pour les greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Donc vous le voyez, les compétences de l'Agence de la biomédecine sont donc très larges. Elles font appel à diverses expertises médicales, scientifiques, mais également juridiques et éthiques, et cela à haut niveau. Ceci est assuré par des agents qui sont dédiés à leurs fonctions et pour lesquels j'ai réellement un profond respect. Alors permettez-moi de maintenant vous parler un tout petit peu des instances qui régissent son fonctionnement. Le rôle du conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine, que j'ai eu l'honneur de présider lors de la précédente mandature, et de délibérer sur les orientations générales, sur le programme d'investissement, sur le rapport d'activité annuel, sur les budgets, les comptes, sur les subventions et les dons et les legs. La présidence est non exécutive puisque c'est la direction générale de l'Agence de la biomédecine qui a un rôle exécutif. Au début de ma mandature, cette direction était assurée par Madame Emmanuelle Cortot-Boucher, que je voudrais ici à nouveau remercier. Et actuellement, j'ai l'immense plaisir de travailler avec le docteur Marine Janté. L'Agence de la biomédecine s'appuie sur un conseil d'orientation qui est présidé par le professeur Stanislas Lyonnais, et je reviendrai là-dessus parce qu'il est professeur en génétique. C'est un comité qui est indispensable, qui traite souvent de questions éthiques, réunissant des parlementaires, des membres de juridictions suprêmes, des associations ou encore des représentants des sciences sociales et humaines, ainsi que des professionnels de santé. L'agence s'appuie également sur un conseil médical et scientifique qui est présidé par le professeur Philippe Ménaché, avec pour vice-présidente la professeure Alexandra Benachy. Il comporte 2 collèges, l'un greffe et l'autre procréation, embryologie et génétique humaine. Ce conseil médical et scientifique réunit des experts et permet de prodiguer tant propositions que conseils à la direction générale. Alors l'agence possède 2 directions générales distinctes et qui lui sont adjointes. L'une en charge des ressources, avec des directions sur le système d'information, les aspects juridiques, mais également financiers. Et l'autre est en charge de la politique médicale et scientifique. Cette dernière présente 3 directions, prélèvement et greffe d'organes et de tissus, procréation, embryologie et génétique humaine, et enfin prélèvement et greffe de cellules souches hématopoïétiques. Le programme d'action de chacune de ces 3 sous-directions est sous-tendu par les plans ministériels spécifiques qui ont été validés le 15 mars 2022 et eux-mêmes soutenus par un contrat d'objectifs et de performance qui a été signé avec l'État le 14 février 2023 et j'y reviendrai ultérieurement. Enfin, point important, l'Agence de la biomédecine dispose de 4 services régionaux qui lui permettent d'assurer des missions d'appui en proximité. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les maîtres mots de l'agence? Assurément équité, transparence, éthique, mais aussi solidarité, neutralité et expertise, et enfin engagement collectif. Quelle est sa devise? La devise, vous l'avez sans doute déjà lue, du don à la vie, et j'avoue que j'ai parfois souvent plaisir à retourner de la vie au don, ou comment finalement nous inciter au cours de notre vie au don. Et enfin, quel est l'étendard que nous revendiquons? Cet étendard, c'est un ruban avec une couleur verte, la couleur de l'espoir. Ce ruban vert est surtout le témoignage pour moi d'une profonde interrelation de l'Agence de la biomédecine avec les associations en faveur du don d'organes et de tissus, car ce ruban a été créé et adopté le 22 juin 2019 par le monde associatif pour signifier engagement, mais également gratitude envers tous les donneurs et espoir pour les patients en attente de greffe. Alors, quels furent les grands défis au cours des 3 ans représentatifs de mon précédent mandat, enfin de mon mandat précédent? Une partie de ce mandat fut régie par la réalisation des plans ministériels 2017 et 2022, puis par l'élaboration des plans ministériels 2022-2026. L'année 2021 était donc une année charnière, puisqu'il s'agissait de la fin des 3 précédents plans stratégiques 2017-2022, et sincèrement, il serait un peu incongru pour moi d'en préciser ici les résultats. L'Agence de la biomédecine, comme vous le savez, a apporté son expertise aux différents travaux sur la loi relative à la bioéthique qui a été promulguée le 2 août 2021. Et c'est ainsi lors de mon mandat
que l'Agence de la biomédecine a été chargée de sa mise en œuvre avec l'attribution de nouvelles compétences. Alors ces dernières comportent notamment des nouvelles compétences quant à la procréation. Ainsi, le Code de la santé publique a été modifié pour confier à l'Agence de la biomédecine la tenue d'un registre de donneurs de gamètes et d'embryons, ce dernier étant essentiel à l'exercice du droit d'accès aux origines. Toute personne issue de dons de gamètes peuvent aujourd'hui avoir accès à l'identité de la personne qui a permis leur conception, si notamment elles en font la demande à leur majorité. Les anciens donneurs ne sont pas concernés, mais pourront être contactés par une commission. Toujours en matière d'assistance médicale à la procréation, l'Agence de la biomédecine a été chargée de suivre sur le terrain l'élargissement à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, et à la possibilité d'autoconserver ces gamètes dans un but non médical. Par ailleurs, l'agence exerce maintenant son rôle de vigilance sur les projets de recherche concernant les cellules souches pluripotentes induites, pouvant s'opposer à un protocole qui pourrait poser des difficultés au regard notamment de certains principes éthiques. De nouvelles compétences ont été également données par rapport à la greffe de cellules souches hématopoïétiques. En effet, l'Agence de la biomédecine a été chargée d'harmoniser les dispositions relatives à la prise de décision des majeurs protégés, en les mettant notamment en cohérence avec les dispositions du Code civil. Il lui a par ailleurs été demandé d'assurer un suivi des donneurs. C'est également sous mon mandat que les plans ministériels ont été mis en place et développés à partir du milieu de l'année 2022. Et afin d'assurer une meilleure fluidité, je vous propose d'y revenir dans les actions et les grands enjeux que je vous présenterai ultérieurement. C'est également sous ma mandature de l'Agence de la biomédecine que cette agence a fait l'objet, comme vous le savez, d'une enquête de la Cour des comptes avec des remarques et des recommandations qui ont été exprimées ici à la Commission des affaires sociales du Sénat par Madame Véronique Amaillon le 31 janvier 2024. Ces dernières ont notamment concerné les recommandations d'un registre national de gestion des gamètes et des embryons, sur un meilleur pilotage des banques de tissus, sur la détermination d'un seuil d'activité pour certaines greffes d'organes et sur l'accroissement du nombre de donneurs de cellules souches hématopoïétiques en assurant un typage génétique qui soit moins onéreux. Notre directrice de l'Agence de la biomédecine a apporté des réponses à ce rapport à la Cour des comptes, notamment lors de ce rapport de la Cour des comptes, notamment lors de son audition par cette même commission des affaires sociales le 14 février 2024. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur la situation actuelle de l'Agence de la biomédecine. Alors, aujourd'hui, c'est un budget de 97 millions d'euros en dépenses et en recettes. Les recettes correspondent à la dotation de l'assurance maladie et à des ressources propres en rapport avec l'activité d'intermédiation du registre France Greffe de Moelle. C'est un effectif de 262,6 équivalents temps plein, sous plafond et hors plafond associés, et dont 79% des agents sont contractuels, 15% sont détachés et 6% sont mis à disposition. Sur le plan, on va dire, plus quantitatif et qualitatif, en 2023, c'est 5634 greffes d'organes. C'est 1200 greffes de cellules souches hématopoïétiques à partir de donneurs non apparentés, 23 000 nouveaux inscrits sur le fichier de donneurs de cellules souches hématopoïétiques avec 385 000 inscrits sur le registre français. En génétique médicale, c'est plus de 540 000 citoyennes et citoyens qui ont bénéficié d'un examen de génétique moléculaire et plus de 350 enfants qui sont nés après un diagnostic préimplantatoire. Enfin, concernant l'assistance médicale à la procréation, c'est près de 27 000 enfants qui sont nés selon cette modalité avec plus de 700 nouveaux donneurs de spermatozoïdes, environ 940 nouvelles donneuses d'ovocytes et plus de 13 000 patients qui ont bénéficié d'une conservation médicale pour préservation en raison d'une possible altération future de leur fertilité. Et vous savez combien ce dernier point est important, notamment pour nos jeunes patients affectés d'une pathologie cancéreuse, cela étant d'ailleurs un des objectifs prioritaires du plan décennal contre le cancer qui est porté par l'Institut national du cancer. Donc à mes yeux, l'agence est connue et reconnue comme efficace, sérieuse et réellement compétente. Témoignage d'une forte reconnaissance, elle a reçu la visite du docteur François Braun le 22 juin 2023, alors ministre de la Santé et de la Prévention. La gestion financière de l'agence est sérieuse, rigoureuse, conduisant à une comptabilité et un exercice budgétaire à l'équilibre. Notre directrice générale et son équipe de direction ont un souci constant du bien-être au travail et le dialogue social est conduit dans un climat constructif et apaisé. Les projets et les missions de l'agence sont développés en étroite relation avec les autorités de tutelle, ils sont exposés, explicités et mis en œuvre en fonction des directions concernées.
Je voudrais vraiment témoigner ici des excellentes qualités humaines et relationnelles des agents de l'agence, ainsi que de leur extraordinaire professionnalisme. Ils sont réellement dévoués à leur mission et je leur adresse ici un sincère hommage à la hauteur de leur enthousiasme. Enfin, je peux attester que l'ensemble des conseils d'administration que j'ai eu l'honneur de présider sont extrêmement riches et interactifs. Ils se sont toujours déroulés dans un climat de confiance, de respect et de rigueur, mais également d'honnêteté, avec un profond sens humain inhérent à nos missions. Et je voudrais témoigner enfin que l'Agence de la biomédecine reste en profond respect des lois de bioéthique, veillant notamment aux principes fondamentaux qui sont équité, éthique, sécurité et solidarité, mais surtout également au triptyque fondateur de la dernière loi de bioéthique, qui sont dignité, liberté et solidarité. Alors, quelles sont les actions qui seront à mener au cours de cette nouvelle mandature et d'une certaine façon, quels vont être les grands enjeux? Alors, je vous l'ai déjà un peu précisé, nous avons 3 nouveaux plans ministériels qui sont donc stratégiques et qui ont été élaborés et mis en place sur la période de 2022 à 2026 et clairement, ils vont nous servir de guide. Ils ont été adoptés le 15 mars 2022. Le premier concerne le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus, et le deuxième, la procréation, embryologie et génétique humaine, et enfin le troisième, le prélèvement et la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Pour ces trois plans, un comité de suivi a été mis en place. Pour celui qui concerne le prélèvement et la greffe d'organes, les mesures innovantes et mises en œuvre sont le renforcement de la professionnalisation des coordinations hospitalières, le développement du prélèvement multisource, la révision des modalités de financement dans un sens qui soit plus incitatif, la création d'indicateurs de performance et la désignation d'un référent greffe auprès notamment des agences régionales de santé concernées. Les objectifs principaux sont de réduire le taux d'opposition et le nombre de patients en attente de greffe, de favoriser l'élaboration de schémas régionaux de santé autour de la greffe d'organes et de former et d'informer, et enfin de développer de nouvelles greffes de tissus telles que par exemple les îlots de Langerhans. Concernant le plan ministériel pour la procréation, l'embryologie, la génétique humaine, les objectifs sont la réduction des délais d'attente pour les parcours de soins, de rendre opérationnel le registre permettant l'accès aux origines dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, de tendre à l'autosuffisance nationale des dons de gamètes et d'adapter les nouvelles technologies aux pratiques quotidiennes. Par ailleurs, afin d'anticiper la destruction des anciens stocks de gamètes à compter du 31 mars 2025, l'agence souhaite promouvoir la mutualisation des stocks de gamètes entre centres donneurs en créant un système d'information interopérable, et c'est notamment une des recommandations de la Cour des comptes. Enfin, pour le plan ministériel concernant le prélèvement et la greffe de cellules souches hématopoïétiques, il s'agit de garantir le maintien et l'accès à toutes les sources possibles de greffons de cellules souches hématopoïétiques, d'améliorer les conditions de prélèvement et de suivi des donneurs, de maintenir la qualité et l'exhaustivité des registres, de renforcer la biovigilance, de maintenir et d'adapter aux évolutions le financement des activités de cellules souches hématopoïétiques, avec notamment cette intermédiation, et enfin de poursuivre et adapter la communication sur le don non apparenté de cellules souches hématopoïétiques. Chaque année, vous savez qu'il y a un objectif quantitatif d'inscription sur le registre France Greffe de Moelle, qui est de 20 000 nouveaux donneurs de moins de 36 ans, en diversifiant les profils HLA et surtout en essayant de masculiniser ce registre. En fait, ceci est lié à des réalités de choix des médecins greffeurs et correspond à des objectifs, c'est vrai, qualitatifs. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une réflexion est engagée sur les typages HLA quant à leur précision et à leur coût, mais également sur les modalités pour mettre en adéquation qualité et quantité de donneurs. Elles seront abordées sur les points de vigilance que je vous porterai à votre attention juste après. Tel que précisé précédemment, une contractualisation des grandes orientations de l'Agence de la biomédecine est formalisée finalement au travers d'un contrat d'objectifs et de performance qui est également établi sur cette même période pluriannuelle de 2022 à 2026 et qui a été signé avec le ministre de la Santé et de la Prévention le 14 février 2023. Il s'articule sur 2 grands axes, l'un est médical et scientifique, avec 3 objectifs stratégiques qui soutiennent finalement ces plans ministériels, et l'autre grand axe est plus fonctionnel par rapport à l'agence, transversal, avec des objectifs stratégiques qui concernent la dimension territoriale et internationale des actions de l'agence, la création et l'analyse des données, la recherche et l'innovation,
la formation des professionnels de santé et la diffusion des bonnes pratiques, la communication et les relations avec les publics, les systèmes d'information et les ressources humaines, ainsi que le pilotage. Alors plus spécifiquement sur les aspects prioritaires concernés comme fragiles, je voudrais insister sur quelques points particuliers. L'Agence de la biomédecine a engagé une réflexion sur les modalités qui permettraient d'augmenter le nombre de personnes qui sont inscrites sur le registre, sur le fichier des donneurs non apparentés de cellules souches hématopoïétiques. Mais cette augmentation doit également respecter des principes de qualité. Ainsi, des actions fortes sont prévues pour maintenir cet équilibre entre qualité et quantité de donneurs, augmentation notamment du budget de communication, incitation auprès des donneurs de sang pour devenir donneurs de cellules souches hématopoïétiques, meilleur travail en cohésion avec les associations de patients. La régionalisation du plan greffe de cellules souches hématopoïétiques avec une intense collaboration avec les agences régionales de santé devrait également permettre des plans d'action régionalisés au plus près des préoccupations de certains territoires. L'Agence de la biomédecine s'implique également pour maintenir le prélèvement et la greffe d'organes comme étant une priorité nationale par la généralisation de la greffe d'organes avec donneurs vivants, notamment pour la greffe rénale, et le prélèvement Maastricht 3, par le renforcement des gouvernances hospitalières au profit des patients en attente de greffe et par la refonte du logiciel Cristal et enfin des campagnes de presse largement incitatives aux dons d'organes. Tous donneurs et tous receveurs. Enfin, concernant le don de gamètes, un plan d'action est mis en œuvre pour réduire les délais d'attente avec notamment une mutualisation des stocks. Pour les analyses génétiques, vous savez que c'est également une des missions de l'agence. L'agence de la biomédecine est donc très attentive. En effet, ces analyses deviennent de plus en plus du soin courant et des réflexions sont en cours, notamment au sein du conseil d'orientation, dont la présidence est justement assurée par un professeur de génétique. Toujours dans ce domaine, l'agence a fait part du souhait d'être impliquée dans le pilotage et l'animation du plan national maladies rares. L'agence s'implique également fortement pour promouvoir la recherche médicale et scientifique pour les activités qui relèvent notamment de ses compétences. Elle le fait en soutenant des projets de recherche et en menant ses propres études et enfin en favorisant les interrelations entre les équipes de recherche. Les enjeux internationaux sont également pris en compte avec des actions bilatérales mises en place avec certains pays, mais également avec une promotion de l'expertise française, notamment pour les harmonisations des pratiques, des standards au niveau de la communauté européenne, et en faisant rayonner l'agence, notamment auprès de l'OMS, grâce à des accès privilégiés sur des données de santé de qualité, entre autres. Je vais juste revenir très rapidement sur le système d'information de l'agence, qui est également fortement soutenu. Il est effectivement indispensable que nous fassions très attention à ces deux systèmes d'information qui sont prioritaires, tels que Cristal, qui s'applique à l'activité de prélèvement à la greffe d'organes et de tissus. Un audit en 2019 avait soulevé des failles techniques et sécuritaires. Sa refonte totale avec ergonomie et sécurité renforcée a été engagée. Les travaux ont débuté en 2022 et devraient se terminer en 2025. Cyrénade s'applique aux donneurs et aux receveurs de cellules souches hématopoïétiques. À la faveur d'une dotation exceptionnelle attribuée en 2020, la refonte de l'application s'est terminée en 2024. Suite à la loi de bioéthique du 6 août 2021, le registre de donneurs de gamètes et d'embryons a été mis en place le 1er septembre 2022 et des développements sont attendus. Le système d'information doit également s'appliquer au registre national de refus de prélèvement. Pour terminer, une des actions de l'Agence de la biomédecine est également de communiquer fortement sur la promotion et sur l'incitation du don. C'est vraiment une mission importante. C'est la raison pour laquelle tout est engagé pour maintenir une confiance du public envers les professionnels et qu'un agenda médiatique est strictement mis en place chaque année pour communiquer sur les dons d'organes, de tissus, de gamètes, mais également de cellules souches hématopoïétiques. L'objectif est réellement d'agir sur les intentions, mais également sur les comportements, en fédérant le plus possible des professionnels de santé et des associations d'usagers. Il faut tendre à obtenir une intention d'agir qui aille jusqu'au passage à l'acte du don. La démocratie sanitaire s'exprime par une large place laissée au monde associatif, mais également aux usagers et aux citoyens. À l'heure des réseaux sociaux et de leur influence, l'Agence de la biomédecine communique également pour protéger au mieux sa réputation en établissant des relations de confiance et de transparence. Elle communique également pour faire connaître son implication dans la recherche scientifique et médicale et en valorisant sa production scientifique. Alors l'agence est également impliquée dans la transition écologique. Au-delà des mesures incitatives à la mobilité douce,
elle entame une réorganisation de ses locaux avec un transfert de l'agence dans le bâtiment partiellement occupé aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé. Ce déménagement est envisagé dans le profond respect des attentes et des souhaits des agents et permettra d'adapter le fonctionnement quotidien aux évolutions des modalités de travail, des coûts énergétiques, mais également dans une logique écologique qui apparaît aujourd'hui indispensable. Pour terminer, avant ma conclusion finale, 2 points me semblent essentiels. D'une part, il faut absolument maintenir une démarche volontariste pour accueillir de nouvelles associations au cœur des groupes de travail et des comités de suivi, permettant ainsi de renforcer la démocratie sanitaire. D'autre part, il nous faut vraiment aller jusqu'au bout du manifeste emblématique de l'agence, comme vous le savez, du don à la vie. À l'évidence, dans un monde si fluctuant, il doit s'instaurer une réflexion sur les sens sociaux, et c'est le sens de certaines actions qui seront menées prochainement, telles que des soutiens à des projets scientifiques mixtes. C'est également le sens que l'Agence de la biomédecine veut donner aux rencontres de la biomédecine. Cet événement, dont la première manifestation a eu lieu les 12 et 13 octobre 2023, se veut une fois tous les 2 ans pour ouvrir l'agence aux évolutions scientifiques liées aux enjeux sociétaux. Donc pour conclure, et permettez-moi donc cette conclusion, mais en d'autres termes, vous l'aurez compris, je suis très motivé pour poursuivre cette présidence du conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine. Mes convictions, mon engagement, mon indépendance, mes respects des institutions et mes connaissances ainsi que mon expérience seront toujours mis au service de l'Agence de la biomédecine pour la faire rayonner. Je poursuivrai mon action en profond respect de la signature institutionnelle de l'Agence, du don à la vie, ou comment transformer un acte altruiste de générosité en étincelle de vie pour autrui. En d'autres termes, être à la charnière de la générosité publique, du don de soi et de l'excellence clinique au service des patients. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute et je suis à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci beaucoup pour cette présentation complète et puis voilà pour à la fois votre vision, votre projet et puis j'ai beaucoup aimé votre conclusion. Très bien. Alors je vais donner tout de suite la parole à Elisabeth Doineau. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Professeur, tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre mes compliments. Je trouve que votre parcours est une fierté pour la France et sans doute une grande espérance pour les malades et l'ensemble des citoyens. Donc, voici mes premiers mots. Je voulais insister dans une première question sur le budget, en fait, dont vous avez la responsabilité. Ce budget qui a augmenté de 12% depuis 2021, mais on le comprend. Vous avez eu beaucoup d'autres nouvelles missions à assurer qui sont importantes. Elles vous ont été confiées par la loi de bioéthique, comme vous l'avez rappelé. Alors que les opérateurs de l'État devraient contribuer à l'effort de réduction des dépenses publiques dès 2025, le Sénat a ajouté dans le PLFSS pour 2025 un article prévoyant que le montant des dotations de l'assurance maladie à certaines agences de santé, notamment l'agence de biomédecine, soit directement inscrit dans la loi de financement annuel pour renforcer l'information et le contrôle du Parlement. Donc 2 questions sur cet aspect. D'une part, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, quelle est jusqu'à présent la nature de votre dialogue avec l'État pour dégager des marges d'efficience dans la gestion de vos effectifs et la définition de votre budget? Quels ont été les principes directeurs du COP, en fait, que vous avez rappelé de 2022 à 2026, de ce point de vue, et disposez-vous d'un cadrage pluriannuel pour l'évolution du budget de l'ABM? D'autre part, on observe un fort déséquilibre du budget de l'agence entre les différents postes de dépenses. Je les rappelle, 45% de ce budget se concentre sur les cellules souches, près de 20% sur les organes et tissus et seulement 3,5% apparaissent dédiés aux reins, selon le rapport de la Cour des comptes de janvier 2024. Cet important déséquilibre lié à l'activité des cellules souches est-il pénalisant en fait, pour la conduite de l'ensemble des missions de l'ABM? Ma deuxième question, même si une part largement majoritaire de Français se déclarent favorables aux dons d'organes et de tissus après leur décès, 80% selon le dernier baromètre d'opinion, dans les faits, le taux d'opposition des patients décédés s'établit aujourd'hui à un petit peu plus de 36%, après avoir significativement augmenté en 2023. D'autres pays présentent de bien meilleurs résultats. On peut parler par exemple de l'Espagne, qui est souvent d'ailleurs citée en référence, puisqu'elle est le pays comptant le plus de donneurs d'organes décédés.
Pourtant, en France comme en Espagne, la règle est la même, c'est celle du consentement présumé qui s'applique. Qu'est-ce qui différencie selon vous la France de l'Espagne? Merci. Merci pour ces nombreuses questions. La parole à Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président, professeur, pour votre présentation. Félicitations également pour votre parcours, bien sûr. Alors, les compétences de l'agence étant très larges, comme vous l'avez rappelé, j'aurais plusieurs questions. L'une tout d'abord sur les greffes d'organes. Les chiffres illustrent l'ampleur du problème de santé publique auquel nous faisons face dans notre pays. Le besoin a presque quadruplé en 25 ans pour atteindre plus de 23 000 demandes en 2022, dont la majorité concerne les reins. En même temps, en 2022, plus de 1000 patients sont décédés faute de greffe. Ils étaient 823 en 2023. À quel scénario d'augmentation du nombre de patients en attente de greffe doit-on s'attendre dans les prochaines années? Et comment répondre au défi de la greffe rénale alors que la prévalence de l'insuffisance rénale chronique progresse? Ensuite, au sein de l'Union européenne, des dispositifs transnationaux existent qui visent à faciliter les échanges d'organes entre plusieurs pays afin de trouver la meilleure correspondance entre les organes disponibles et les patients en attente de transplantation. C'est le cas de l'organisation d'Eurotransplant qui met en lien les besoins de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Croatie, de la Slovénie, de la Hongrie, du Luxembourg et des Pays-Bas. Que pensez-vous de ce type d'organisation? Et la France aurait-elle un intérêt à y participer? Et sinon, pourquoi? Concernant la greffe de moelle osseuse, qui est une activité soumise à une très forte tension, elle est également vitale pour des patients atteints de certains cancers. Or, plus de 93% des greffons destinés aux patients français sont importés, la plupart venant de donneurs allemands dont l'achat représente un coût financier colossal. Elisabeth Doineau évoquait à l'instant les questions budgétaires. Cette situation est-elle une spécificité française? Pourquoi l'Allemagne parvient-elle à générer plus de greffons que la France? Quelles solutions pourrait-on imaginer pour améliorer l'accès aux greffons de moelle alors que les donneurs français restent trop peu nombreux? Enfin, la crise sanitaire a fortement désorganisé les services hospitaliers, évidemment mis sous tension les ressources humaines. Elle a durablement pénalisé également l'activité de prélèvement et de greffe d'organes. En 2024, on constate une reprise de l'activité hospitalière. En est-il de même pour la reprise des prélèvements et des transplantations? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à Annie Louérou. On fera une pause et après il y aura une deuxième série. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, je voudrais remercier et féliciter Monsieur Bay pour son parcours, son plaidoyer pour le don d'organes et son engagement. Dans son rapport sur les missions de l'Agence de biomédecine, la Cour des comptes décrit une situation de débordement des acteurs de la filière de l'assistance médicale à la procréation depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021. Les nouveaux droits consacrés par cette loi pour les couples femmes et les femmes seules, c'est-à-dire la possibilité de recourir au processus de PMA ou de préservation de fertilité en dehors de tout motif médical, c'est notamment traduite par un allongement des délais d'accès à l'AMP jusqu'à saturation des listes d'attente dans certaines régions comme l'Île-de-France, par exemple. Certaines femmes se trouvent ainsi dans l'impossibilité d'accéder à une congélation d'ovocytes ou à une FIV, alors même que la loi les y autorise. Cette problématique de gestion non uniforme des listes d'attente pour l'autoconservation des ovocytes en dehors de tout motif médical est-elle désormais levée? Vous avez parlé de mutualisation des stocks, je ne sais pas s'ils sont concernés. Compte tenu de l'importance de la demande, quelles mesures permettraient, selon vous, d'assurer un accès effectif aux nouveaux droits créés par la loi pour toutes les femmes? Et deuxième question, le président de la République avait annoncé en janvier 2024 un plan de lutte contre l'infertilité, alors que 3,3 millions de Français souffrent d'infertilité. Et cette annonce n'a pas encore eu de traduction concrète. Est-ce que l'organisme, l'ABM, a été appelé à contribuer à l'élaboration de ce plan? Et quelles propositions porte-t-elle à ce sujet? Et quand ce plan pourrait-il voir le jour? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous laisse répondre à cette première série. Voilà. Alors, on pourrait y passer une demi-journée simplement sur ces questions-là, au moins de façon synthétique. Donc, je vais essayer de faire une synthèse, voilà, autant que faire se peut, et vous m'excuserez si finalement je ne suis pas parfaitement très précis dans mes réponses,
par rapport au temps qui m'est imparti. Au regard du budget, Madame la sénatrice, vous m'avez interpellé. Sincèrement, je peux dire que dans la fonction que j'ai assumée dans cette mandature, je pense que le dialogue avec nos autorités de tutelle a toujours été excellent. Et on a finalement peut-être cette chance, j'entends comme agence sanitaire. Je ne sais pas si c'est ce côté un peu éthique qui en fait finalement un fer de lance non seulement de notre philosophie française ou francophone, mais je crois que vraiment on a toujours été aidé, et notamment par rapport à la loi de la bioéthique, vous l'avez bien soulevé, il y a des missions complémentaires qui ont été données. Financièrement parlant, ces missions complémentaires ont vraiment fait l'objet d'augmentation finalement du budget correspondant à ces nouvelles missions. Donc non, je crois que l'agence est à l'équilibre. Son budget prévisionnel pour l'année prochaine était un peu en déficit de 1 million. 1 million, en fait, simplement parce que c'est presque même un choix de l'agence. C'est-à-dire que l'agence a fait le choix d'augmenter sa communication, justement, sur des sujets sur lesquels je reviendrai, et d'essayer d'investir encore mieux pour formater, j'oserais dire, nos citoyennes et nos citoyens au don. Donc je crois que c'est vraiment au contraire un élan. Donc ce budget prévisionnel qui est plutôt déficitaire est vraiment lié à ça. Alors comme vous le savez, la loi de finances de la sécurité sociale n'a pas été votée. Elle fait l'objet maintenant finalement d'une prise en charge un peu particulière. Le budget était pour l'année prochaine déficitaire de ce million. Aujourd'hui, on nous a donc demandé de revenir au budget de l'année 2024, ce qui fait qu'effectivement, on a quelques économies d'échelle à faire parce qu'il nous manque 1,5 million dans le budget de 2025. Ce budget, en fait, il va être, entre guillemets, on va arriver à soutenir cette difficulté, d'abord par investir un peu plus sur nos fonds propres, d'une certaine façon, pour moitié, et pour l'autre, on fera des économies, sachant que le 1,5 million qui devait être attribué par nos tutelles devait servir à justement cette transition de déménagement, finalement, de l'Agence de la biomédecine, et ça, les travaux sont engagés, les choses sont engagées, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Mais non, je crois que le dialogue vraiment avec nos autorités de tutelle est vraiment très constructif. Alors, puisque vous me parlez de budget, Madame la sénatrice, je vais revenir de ce fait sur cette part qui est importante du budget qui correspond à la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Mais je pense que notre directrice générale l'avait bien précisé dans l'audition ici à la Commission des affaires sociales du Sénat. L'activité d'intermédiation, elle est donnante et recevante, en fait. C'est-à-dire que quelque part, bien entendu, c'est une part de budget, mais ça représente une activité importante parce qu'on achète des greffons pour des structures hospitalières qui, quelque part, ensuite remboursent l'Agence de la biomédecine. Donc, ça apparaît comme une quantité importante dans le budget de l'agence, mais c'est en fait simplement un relais. L'Agence de la biomédecine sert uniquement de relais par rapport à ça. J'espère avoir répondu correctement, mais vraiment j'insiste sur le fait que nos relations avec nos tutelles sont vraiment assez étroites. Au regard de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, donc ces activités d'intermédiation, je vous en ai parlé, vous avez raison, le registre allemand est beaucoup plus important, mais là encore, en tant que, et là je vais prendre ma casquette pour le coup de greffeur, il n'est pas imaginable que nous puissions être totalement indépendants en France sur finalement la source de donneurs de cellules souches hématopoïétiques. On a un registre de 350 000 donneurs, on est sans doute au 16e rang à peu près des 73 registres qui existent. Clairement, par rapport aux disparités HLA, je voudrais simplement vous rappeler que pour un donneur, on a finalement... enfin, si on cherche un greffon pour un receveur, on a une chance sur 1 million. Donc, il n'est pas imaginable, même si on augmente de façon extrêmement importante le registre français, d'être complètement autonome en tant que franco-français. À l'inverse, c'est vrai qu'il faut qu'on soit le plus diversifié possible et tendre à une augmentation, effectivement, de la quantité de donneurs potentiels dans le registre. L'Allemagne a effectivement beaucoup plus de succès que nous,
il y a probablement une part de la société, de leur société, qui est peut-être plus apte aux dons que nous. Il y a des incitations qui sont sans doute peut-être plus importantes, mais c'est un vrai sujet qu'on a régulièrement. À l'inverse, comme vous le savez, ça a un coût, hein, c'est-à-dire que chaque inscription sur le registre, c'est à peu près 130 €. Donc il y a aussi on suit aussi les recommandations finalement qui nous sont données dans les plans ministériels. L'objectif c'est de 20 à 23 000. On va être un peu en dessous cette année. On était un peu au-dessus l'année d'avant. Voilà, je crois qu'on est un peu dans la suite finalement un peu logique de ce qu'on nous avait demandé. Concernant les greffes d'organes, vous avez raison, c'est un souci. On a une augmentation de la demande avec une offre qui, c'est vrai, augmente aussi un peu malheureusement. En tout cas pour ce qui est des morts encéphaliques ou des critères Maastricht 3. C'est vrai qu'on a un taux d'inscription finalement par jour qui est d'à peu près 20 à 23 patients et on a un taux de greffe par jour qui est de 18, donc on est un peu en dessous, c'est sûr. C'est malheureux et on le sait, on a malheureusement des patients qui décèdent avant d'avoir pu être greffés. Donc je crois que l'Agence de la biomédecine a vraiment pris conscience de tout cela, j'oserais dire qu'on le sait. La Cour des comptes a bien également rappelé cette problématique. Tout est fait pour essayer de changer ce comportement franco-français, et vous l'avez bien rappelé, il y a une incongruité entre 80% de possibilités de dons intuitifs comme ça, dès qu'on pose une question à quelqu'un dans la rue, et pour autant on a des taux d'opposition qui sont relativement importants lorsque on est confronté à la possibilité d'un prélèvement chez une personne décédée. Donc il y a un travail énorme à faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Agence de la biomédecine l'a encore investi dans un budget de communication qui est extrêmement important, parce que c'est par la communication, essayer de convaincre, on essaie de convaincre partout, dans les structures, j'oserais dire, un peu étatiques, telles que les structures militaires, les pompiers, mais on a vu ce matin des étudiants en médecine. On fait des démarches pour toutes les facultés hors médecine. Vraiment, tout est... Je ne voudrais pas être plus trop optimiste, mais je crois quand même que tout est fait pour essayer de motiver nos citoyennes et nos citoyens au don. Pour la procréation médicale assistée, vous l'avez bien rappelé, c'est tout à fait juste. Il y a eu des délais. Ces délais, ils sont inhérents finalement à un appel d'offres qui a été extrêmement suivi par nos citoyennes et nos citoyens. Et je pense qu'en fait, tant mieux. Heureusement, finalement, on a l'impression qu'une loi de bioéthique qui a été modifiée a justement permis d'apporter une réponse à un vrai souhait à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Donc finalement, j'oserais dire tant mieux. À l'inverse, il faut prendre conscience de ces délais. Ils étaient à peu près de 10 mois à 12 mois pour l'accessibilité. Aujourd'hui, ils ont été un petit peu réduits. Tout est fait là aussi au niveau de l'agence pour essayer d'améliorer les choses. Vous savez que il y a dans tous ces centres finalement qui congèlent, soit des spermatozoïdes, soit des gamètes. Il y en a certains qui sont plus, j'oserais dire, receveurs, d'autres qui sont plus donneurs. Et l'idée justement d'avoir un registre qui synthétise un peu tous ces différents centres pour qu'on puisse s'entraider entre registres, entre régions, entre territoires, c'est un peu pour essayer de diminuer un peu ces délais d'attente. Mais là aussi, vous avez raison, ça a été soulevé par la Cour des comptes, donc nous y travaillons. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Je voulais aussi à mon tour m'associer à mes collègues pour vous dire mes compliments sur votre carrière déjà. Et je regrette, Monsieur le Président, qu'on n'ait pas gardé quelques minutes nos étudiants en médecine tout à l'heure qui auraient écouté avec beaucoup d'intérêt le défilé de la carrière de Monsieur B. Donc, si je peux me permettre, Monsieur le Sénateur, on m'a autorisé à rentrer justement moi pour les écouter parce que c'était très intéressant. Donc vous voyez... Très bien. Je voulais aussi, si vous le permettez, avoir une pensée pour mon maître et ami, le professeur Claude Hurier, qui était sur ces bancs ici et qui était aussi avec quelques-uns de ses collègues à l'origine de la loi bioéthique, en tout cas une des premières, et c'est l'occasion de lui rendre hommage ici. J'ai deux questions concernant la première de la communication et l'autre sur la formation des chirurgiens préleveurs. Mais auparavant, j'avais lu
le rapport de l'IGAS, c'était avant votre arrivée, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il y avait pas mal de choses que j'ai vécues en tant que médecin et président de CME pendant quelques années. Et donc j'ai vu les difficultés pour mettre en place la régionalisation de l'agence avec des médecins référents et la difficulté d'impliquer les professionnels de santé, surtout les préleveurs qui ne greffent pas. Donc c'est assez frustrant pour eux, si je peux dire. Et puis j'ai pu mesurer aussi le rôle des associations. Et c'est important, d'ailleurs c'est ce qui a été souligné dans ce rapport de l'IGAS qui est sorti en 2021 pour la période avant votre arrivée. Alors vous avez évoqué tous les travaux que vous avez faits pour améliorer ce rapport pendant quelques années. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je dirais malheureusement, même si vous avez essayé d'augmenter le nombre de greffons, la demande étant telle que c'est jamais suffisant. Je ne reviens pas sur les cellules souches non plus, mais je vais me concentrer, si vous êtes d'accord, sur la communication. Vous avez parlé de ruban bleu, c'est très bien. J'ai assisté, et on l'a inclus maintenant dans toutes les conférences des conseils territoriaux de santé. Il y a des communes maintenant qui sont ambassadeurs de l'agence de biomédecine et des dents de greffe. Je pense que c'est une excellente idée pour être au plus près. Et c'est des petites communes, hein, ce n'est pas seulement des grandes villes, les petites communes. Donc ça, c'est un sujet qui me semble important. Il y a aussi, bon, je ne veux pas appeler fake news, mais des idées reçues concernant les dons d'organes et les rites religieux. On l'avait d'ailleurs fait avec Jean Leonetti il y a quelques années, une conférence sur la question. Comment vous arriverez, surtout dans le contexte actuel, à communiquer sur ce point-là? Deuxième partie qui me semble importante aussi, je l'ai évoqué, c'est la formation des préleveurs. Bon, en plus avec Maastricht 3, donc on a étendu le maximum et c'était une excellente chose. Mais il y a quand même quelques greffons, surtout même pour le rein, je dirais, qui sont mal prélevés, etc. Et ça fait beaucoup le gâchis, comme aime bien le dire Madame Humbert. Comment vous voyez les choses, sachant que pour les prélèvements multi-organes, il y a deux sujets qui sont préoccupants. Ça bloque un bloc opératoire et plusieurs équipes pendant parfois une nuit entière. Pour deux raisons. Bon, déjà la complexité des gestes à faire, mais aussi le fait que certaines structures, enfin certains chirurgiens greffeurs veulent prélever eux-mêmes. Et ça provoque encore des temps d'attente supplémentaires dans des hôpitaux qui sont peut-être pas assez équipés pour laisser une équipe entière pendant 24 heures sur le sujet. Comment vous prévoyez travailler sur ce dossier qui me paraît un peu compliqué? Merci. Merci beaucoup. Olivier Henno. C'est l'autre, oui. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je m'associe aux propos de mes collègues concernant votre exposé et puis votre parcours. Ma question est plus de portée générale. Là où vous êtes, quel regard portez-vous sur les innovations thérapeutiques, et notamment en matière d'oncologie? Est-ce que la France et l'Europe sont encore dans la course? Et puis la deuxième question est de portée éthique. Le système bioéthique à la française dont on parle beaucoup prend en compte bien évidemment la dignité, les droits humains et les valeurs que vous avez citées. Au moment où le monde, et on voit l'actualité, voit un peu le multilatéralisme et le système de relations internationales s'effilocher, en tous les cas subir un certain nombre de chocs pour plutôt aller vers des relations bilatérales et malheureusement des relations qui reposent plus sur le rapport de force. Est-ce que vous voyez des conséquences en matière de bioéthique au moment où la recherche va très vite et au moment où on a parfois l'impression que les inventions, les innovations vont à la vitesse de ce qui était autrefois la science-fiction?
Et la troisième question, très rapide, l'IA arrive dans nos vies, et voyez-vous une conséquence de l'IA sur votre mode d'organisation et sur même le regard qu'on doit porter en matière de bioéthique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Anne Suris. Je mets un peu de temps. Merci beaucoup et merci beaucoup de votre engagement, Monsieur Bay. C'est intéressant de vous entendre et c'est important que vous soyez là. Donc, merci beaucoup. Et j'ai deux questions, parce que j'avais plein de questions, mais en fait, j'ai vu que beaucoup ont été posées, donc je ne reviendrai pas dessus. En revanche, un certain nombre de points. L'agence, vous en avez fait état, mais vous n'avez pas répondu précisément à ce que je vais vous demander. L'agence notait l'année dernière une hausse significative du taux d'opposition au don d'organes, 36,1% en 2023, alors que 80% des Français seraient favorables au don de leurs propres organes après la mort. Ma question, c'est la suivante. L'agence rappelait que les Français sont trop peu nombreux à avoir fait part de leur position à leurs proches, qui, faute de connaître la volonté du défunt, préfèrent apporter une opposition. Envisagez-vous que la loi sur la fin de vie puisse permettre d'améliorer le renseignement du choix des Français sur le don d'organes, et comment? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Sur la question de l'entrave à la recherche, le journal Le Monde révélait en septembre que la Fondation Jérôme Lejeune, que vous connaissez certainement, qui est connue pour ses positions extrémistes et anti-avortement, a demandé aux tribunaux depuis 2008 d'annuler 61 autorisations de recherche délivrées par l'Agence de la biomédecine et à des équipes scientifiques, essentiellement de l'INSERM et du CNRS. Ces actions judiciaires ralentissent, voire stoppent la recherche publique. La Fondation Lejeune jugerait ainsi que l'agence délivre des autorisations entre guillemets à la légère. Quel regard portez-vous sur ces entraves à la recherche publique? Merci beaucoup. Très bien. Et je termine avec Emilienne Poumirol. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste reprendre deux questions qui ont déjà été évoquées par mes collègues. La première, c'est par rapport au plan de réarmement démographique dont a parlé le président Macron et le sujet propre à l'infertilité, puisqu'on sait que c'est un sujet important. Il n'est pas le seul par rapport à la politique, effectivement, de réarmement. Ce n'est pas le seul sujet, mais est-ce que vous êtes impliqué? Et puis ma collègue Corinne Lemaire avait posé une question par rapport à l'Union européenne et au nombre de pays qui ont probablement une convention. Je n'ai pas compris si j'ai bien compris qu'avec l'Allemagne il y avait des échanges, qu'on achetait des greffons à l'Allemagne, mais est-ce que vraiment il y a une convention? Et quelle est la raison aussi qui explique qu'en Espagne ils sont meilleurs que nous dans ce domaine-là? Dans d'autres, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas dans ce domaine-là, est-ce que vous avez connaissance des raisons qui font que, parce que j'allais dire culturellement, on est quand même très très proches et très voisins, et je ne vois pas les raisons culturelles qui pourraient faire qu'en Espagne, ça se passe mieux qu'en France. Voilà. C'est juste deux précisions. Voilà, je vous redonne la parole pour cette dernière phase. Merci, mais il y a des questions qui peuvent amener des réponses très très longues. Oui. Et dans tous les cas, nous nous satisferons de vos réponses, et que j'invite toujours nos sénateurs qui souhaiteraient aller plus loin à pouvoir vous envoyer un mail, communiquer pour avoir des réponses complémentaires. Voilà. C'est gentil, merci Monsieur le Président. Écoutez, si je peux me permettre, je vais répondre d'emblée finalement à toujours cette problématique de qualité des greffons. J'entends des greffons de cellules souches hématopoïétiques. En fait, si on achète plus en Allemagne, c'est parce que le greffon qu'on va récupérer est le plus optimal pour notre patient. Mais il faut bien comprendre que l'inverse se passe aussi. C'est-à-dire que nous avons des pays étrangers qui sollicitent le registre français. Et ils sollicitent le registre français parce que les donneurs sont également, entre guillemets, bien compatibles avec les patients qu'ils ont. Donc on a toujours tendance à dire qu'on achète à l'étranger, qu'on perd un peu notre indépendance, c'est vrai, mais il faut bien sûr voir que dans le sens inverse, la réalité elle est là aussi, c'est-à-dire que les pays étrangers achètent en France, ou en tout cas viennent chercher des citoyennes ou des citoyens qui font le don de cellules souches hématopoïétiques. Et c'est là où c'est important qu'on ait une sorte
de bonne adéquation entre la quantité et la qualité. C'est-à-dire qu'il faut sûrement un registre quantitativement important, mais la pire aussi des situations, c'est d'avoir des gens qui soient donneuses ou donneurs, mais qui malheureusement restent tout le temps sur le registre et ne sont jamais sollicités parce que sur le plan qualitatif, ils sont moins intéressants pour les... Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vraiment la réalité, en fait. Et de ce fait, c'est des donneurs qui, à un moment, font un acte de don, mais ne sont jamais sollicités. Donc, finalement, il y a tout un processus aussi un peu intellectuel de vouloir donner, mais en fait, je veux donner, mais jamais on m'appelle. Donc, vous voyez, il y a une forme de déception comme ça qu'on crée et qu'on induit. Donc, vraiment, j'insiste sur... Il ne faut pas qu'on voit que dans le sens achat à l'étranger et perte d'indépendance, parce que on est tous un peu dans le même système. Nous n'aurons jamais, de toute façon, pour un patient français, un donneur forcément français. C'est pas possible. En fait, c'est là où on se rend compte que l'humain est international. Voilà, c'est tout bête, mais ça paraît tout bête de le rappeler ici, mais c'est ça. Et nos gènes, nos structures sont internationales. Et je ne vais pas aller plus dans mes commentaires, mais vous l'aurez compris sur ma philosophie. Alors, pour revenir, monsieur le sénateur, par rapport à la communication, c'est extrêmement fondamental. J'ai d'ailleurs vraiment mis dans mon exposé un point sur la communication, et vous l'avez rappelé, ce fameux ruban vert. Je trouve que c'est très très intéressant de voir combien finalement, je ne dirais pas que l'agence se l'est approprié, mais nous le sommes appropriés, mais il vient du monde associatif. C'est vraiment le monde associatif qui nous a poussés et il faut une interrelation extrêmement importante. Bien sûr, parfois les dialogues sont un peu tendus, bien sûr, parfois les intérêts sont un peu différents, mais il y a quand même une vraie philosophie, et puis ça fait partie, là aussi, à mon avis, de ce qu'on devrait avoir comme concept de travail en commun. Je pense qu'il faut aussi ajouter aux associations ceux qui, c'est vrai, gèrent, sont souvent des patients, mais il y a aussi tous les aidants, tout ce que les gens vivent, en fait, tout ça nous aide, et cette démocratie sanitaire, elle est vraiment impulsée par notre directrice générale. Je voudrais vraiment le témoigner ici. On a un dialogue qui est vraiment riche avec le monde associatif. Vous avez parlé du monde religieux, c'est vrai, mais je vous incite à regarder un peu ces campagnes de communication. Vous verrez qu'en fait, elle est vraiment multiethnique. On y voit des gens qui sont d'origine totalement différente, variées. On les reconnaît, alors j'en suis bien désolé, parfois à la couleur de peau, mais c'est pour vous dire que vraiment, voilà, il y a vraiment une volonté d'humanisme et de se dire que tout le monde est malin, tout le monde pourrait être donneur, tout le monde, et ça c'est l'humanité en fait. Alors au regard de la formation, de toute façon, on ne fait bien que quand on est bien formé. Tout le monde, ce sont des lapalissades qui sont toutes simples, mais mon esprit un peu auvergnat me fait toujours à revenir à ce fameux lapalisse. Mais c'est vrai que de ce fait, je crois que c'est une prise de conscience là aussi qu'a eu l'Agence de la biomédecine, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une décentralisation justement qui est faite de plus en plus. L'Agence de la biomédecine suit ces plans finalement qui ont été instaurés par ces 3 plans ministériels où il y a une vraie volonté de décentralisation. Et elle est aussi liée à ces inégalités territoriales. Je ne suis pas revenu là-dessus, mais comme vous le savez, on a des territoires d'outre-mer qui sont déshérités par rapport à la greffe, par rapport à l'accessibilité aux soins. Et ça, cette décentralisation fait prendre conscience vers le haut justement ces manques, ces difficultés, et fait prendre conscience vers nous, acteurs de terrain, justement de la réalité, entre guillemets, politique, dans, j'oserais dire, le sens général du terme, qui fait finalement appliquer des plans ministériels qui nous sont inculqués, mais dans une discussion qui a été extrêmement collégiale. Donc je crois que cette décentralisation, elle est majeure. Et la formation sur laquelle vous insistez pour les donneurs, enfin pour les médecins, notamment les chirurgiens, il y a une recommandation de la Cour des comptes qui ne vous a peut-être pas échappé, et qui est celle de dire il faut peut-être des seuils d'autorisation. Et c'est peut-être vrai, il faut peut-être réfléchir sur des seuils d'autorisation pour pouvoir avoir une activité de greffe avec justement des greffeurs qui soient entre guillemets patentés. Et le prélèvement multi-organes, c'est vrai que c'est un souci. Je me permets de le rappeler ici, mais nous avons une structure publique et des hôpitaux publics.
je ne voudrais pas être ici le porte-parole, mais qui sont tout de même en souffrance en termes de personnel, en termes de... Et un bloc opératoire ne tourne pas seul, il tourne avec toute une infrastructure, et malheureusement, cette infrastructure a été extrêmement désorganisée par le Covid, ce qui explique les chiffres de baisse un peu d'activité, notamment de la greffe d'organes. On voit très bien qu'actuellement, on récupère petit à petit, mais nous ne sommes pas tout à fait au niveau de 2019, c'est clair. J'espère avoir répondu correctement. Alors, vous m'aviez parlé, c'est assez intéressant, Madame la sénatrice, et je vous remercie vraiment de cette question, parce que, oui, les lois la loi sur la fin de vie, c'est vrai qu'on pourrait, je ne sais pas, j'ai pas la méthode, mais on pourrait réfléchir effectivement à ce que quelque part, dans cette loi de la fin de vie, il y ait peut-être une incitation un peu plus au don, si ce n'est que majoritairement et fort heureusement, et de toute façon, ça sera ça le cadre de la loi, ce sont des personnes qui sont malades et par définition, ils ne pourront sûrement pas être donneurs. Il n'empêche que c'est vrai qu'il y a un univers, il y a une philosophie autour sur lequel on pourrait réfléchir parce qu'on peut avoir peut-être un levier d'action à ce niveau. L'achat des greffons, je crois que vous en avez parlé. Vous aviez parlé aussi, oui, de ce fameux article du Monde qui ne m'avait pas échappé, et vous avez tout à fait raison. Et j'en viendrai pour conclure à ce moment-là par rapport à tout ce qui est, effectivement, les réseaux de communication et autres. Oui, vous avez raison. Nous sommes confrontés à une frange de nos citoyennes et citoyens qui sont dans des sortes de connaissances qu'ils considèrent comme étant acquises, un manque de confiance par rapport aux professionnels, qu'ils soient de santé ou du monde de la recherche ou autre, mais bien entendu auprès du monde politique aussi. Enfin, je crois qu'on est presque tous, et c'est un vrai souci, et c'est pour ça que l'agence essaye vraiment de communiquer au mieux pour finalement faire valoir un peu je dirais pas son bon droit, mais en tout cas la bonne science, la bonne éthique. C'est un sujet extrêmement compliqué, vous l'avez vu, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, vous avez sûrement écouté la radio comme moi, vous voyez les investissements que va donner dans l'intelligence artificielle le gouvernement américain, en tout cas les États-Unis. Il est clair qu'en France, on a une politique qui pourrait peut-être être un peu plus volontariste, mais ça c'est des sujets que je connais bien sûr beaucoup moins, mais l'intelligence artificielle va de toute façon intervenir dans notre vie quotidienne, y compris à mon avis potentiellement dans des choix, notamment de greffons ou dans des organisations, dans la gestion de registres, et c'est là où il faut être extrêmement vigilant bien sûr par rapport à l'utilisation des données. Enfin pour conclure, je pense que je voudrais vraiment, enfin je sais pas si mais je voudrais finalement déjà vous remercier pour tous les encouragements que vous me portez, ça me touche, voilà, je vous le dis franchement. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais vraiment essayer de témoigner ici combien l'Agence de la biomédecine, je l'espère, est à l'image d'une certaine force d'unité qu'on aimerait être partout au niveau de nos citoyennes et nos citoyens, du monde politique. Et j'espère que nous arriverons, malgré tout ce que vous avez souligné et tout ce qu'on voit dans ce multilatéralisme qui tend à se fissurer, nos convictions, j'espère que par l'intermédiaire de cette agence qui essaye de véhiculer des belles idées, et des belles idées de fraternité, de vie en commun, nous arriverons à poursuivre un peu ces objectifs de vie, pour le coup, commune. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci pour votre intervention, pour vos réponses, et puis nous suivrons bien entendu l'évolution des travaux de l'agence, avec à la fois, on a bien entendu vos objectifs, nous avons aussi, nous, tous nos indicateurs qui nous permettront de voir un peu et pouvoir vous réinviter avec votre direction pour pouvoir voir les avancées et les évolutions. Voilà, un grand merci.